Bonjour à tous, aujourd'hui encore une fois très content de vous retrouver, mais cette fois-ci sur le LISC face au dollar. Aujourd'hui analyse qui fait suite à une donation. Vous le savez probablement, quand vous faites une donation, bien entendu, je vous offre premièrement toutes les règles d'Elliott en français, comme ça de votre côté, vous pouvez faire le même travail exactement de scénario, projeter des prix à la hausse ou à la baisse et également trader selon des points d'entrée, des take profits placés et des stop loss qui sont également calculés. En plus de ça, comme aujourd'hui vous le voyez bien à l'écran, eh bien vous pouvez me demander une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif, qu'il soit crypto-monnaie ou pas. Je ferai bien entendu le plus rapidement possible en vidéo. On attaque aujourd'hui le LISC, malheureusement, comme beaucoup de crypto-monnaies, mon discours ne va pas beaucoup changer. Il montre la même configuration, on va dire, que les altcoins en général, pas toutes, attention, elles ne sont pas toutes dans le même panier, mais ici clairement on peut observer, au contraire d'espérer un pump directement maintenant et aller vers to the moon pour utiliser l'expression, mais clairement pas du tout ça, et un écrasement, une perte de volatilité encore et toujours, et un ennui si on veut, et même comme dit, j'avais déjà dit ça dans une dernière vidéo, mais une traversée du désert. Donc clairement, ici, la configuration ne change pas, on reste dans quelque chose de très écrasé, et donc malheureusement, voilà, c'est pas tout de suite que le rendement sur investissement sera à mon sens rentable. Une chose également à comprendre, c'est que premièrement, ça je mets quand même en précision dans toutes mes vidéos maintenant, c'est que les crypto-monnaies sont un investissement à risque. Donc à vous, bien entendu, de bien voir le profil de la crypto-monnaie que vous voulez, en tout cas, utiliser comme investissement, c'est-à-dire que est-ce que le fondamental est bon, est-ce qu'il y a une équipe derrière réelle, est-ce qu'il y a des compétences, est-ce qu'il y a une certaine finalement demande du public, c'est-à-dire nous, est-ce que etc. est-ce qu'en fait il a une crédibilité, ce projet a existé et perduré dans le temps. S'il n'en a pas, bien entendu que j'espère que vous n'aurez pas mis d'argent dessus. Si jamais pour vous, à vos yeux, il en a, que c'est un projet qui tient, etc. et que vous y croyez dans l'avenir et que c'est pas un scam grossièrement, que c'est pas une arnaque et que ça va vraiment tenir dans le temps, dans ce cas-là vous pouvez mettre un petit billet. Je rappelle, j'ai bien utilisé le terme petit billet. Pourquoi ? Parce que clairement, comme je l'ai dit, c'est un investissement à risque, et c'est-à-dire que si vous perdez l'argent et que sait-on jamais, on ne sait pas pourquoi, mais l'actif ici, par exemple le LISC, c'est un exemple pour le LISC, mais encore une fois je parle de toutes les altcoins en général, que cet altcoin-ci devait s'écraser et malheureusement mourir, et bien cet argent ne va pas changer vos habitudes de vie, etc. C'est-à-dire que comme d'habitude, vous pourrez toujours payer le loyer de votre maison, payer l'école à vos enfants, la nourriture, aller faire des loisirs avec votre famille, etc. et que vous ne serez pas dans la dèche, pour dire le mot, donc vraiment dans des difficultés financières en fin de mois. Donc c'est important, si vous ne pouvez mettre que 100 €, ne mettez que 100 € et ne mettez pas 10 000 en vendant votre voiture d'occasion. D'accord, faites attention, mettez seulement ce que vous pouvez vous permettre. Alors maintenant également, du coup en fait, la chose est que si jamais la crypto ici analysée, qui pour le moment dans une figure réellement d'aplatissement, et on va voir ça ensemble bien entendu, mais si jamais cette crypto là devait un jour pumper, parce que bien entendu, si jamais le fondamental est bon, etc. et que dans le temps il y a un intérêt pour celle-ci qui continue, dans ce cas-là on pourra spéculer bien entendu une hausse du cours plus tard. On va regarder durant cette vidéo jusqu'à où ça devrait monter si la hype devait bien entendu être retrouvée à l'avenir. Encore une fois, c'est pas du tout des choses certaines, mais on va regarder les prix théoriques minimales d'une hausse pour celui-ci si jamais cette crypto-monnaie là, donc ici en l'occurrence le LISC, devait retrouver un certain intérêt auprès du public, d'accord, donc finalement des investisseurs. Donc maintenant on va regarder tout ça, on va commencer bien entendu par finalement le crash, comme beaucoup malheureusement comme beaucoup de crypto. Pour ma part on est qu'au début du crash, c'est-à-dire qu'on est qu'au début de l'aplatissement et il y a encore des plus bas à voir pour celui-ci. Par exemple, il y a des cryptos, ici le LISC n'est pas encore dans ce cas de figure-ci, il est occupé de vraiment toucher les plus bas, donc vraiment faire des espèces de double bottom, mais il y a beaucoup de cryptos qui enfin déjà maintenant ont refait des nouveaux plus bas à l'heure à laquelle je vous parle, durant le mois ici d'août, et on fait des plus bas, d'accord. Donc clairement, il faut comprendre que pour ma part, le LISC malheureusement oui ou non, en fait c'est encore une fois une question de point de vue. Malheureusement pour ceux qui ont acheté je sais pas moi, je vais donner un au hasard, mais pour acheter ici, disons que vous avez acheté à 6,99 $, donc 7 $ ici, le prix que je montre ici, imaginons que vous avez acheté là, que ça n'a pas rebondi et que ça baisse, d'accord. Pour vous, c'est un malheureusement, parce que du coup, votre investissement, il est divisé par, là maintenant, on est à combien ? On est à 1,24 $, donc on est presque à diviser par 6, donc clairement, presque 5-6, donc clairement, ça fait un peu mal. On se dit, mince, j'ai acheté à 6,7, ça continue à s'écraser, c'est déjà divisé par 6, mais ça devrait encore s'écraser et encore descendre. Mon Dieu, jusqu'où on va aller ? Mais c'est ça le truc, c'est difficile, c'est vraiment, voilà. On met vos nerfs à rude épreuve et voilà. Personne n'a jamais dit que les crypto-monnaies, c'était facile, qu'il suffisait de mettre
à l'argent et attendre 6 mois pour devenir riche. C'est vraiment pas du tout le cas. Et au contraire, pour ma part ici, avant de retrouver un retour sur investissement intéressant, on va devoir vraiment trouver une zone dans laquelle il n'y a plus de fluctuations, pratiquement plus, un écrasement total. Là maintenant on commence seulement le début de l'écrasement, il faut le voir, le début d'écrasement commence à partir d'ici, d'accord? Donc il a commencé à partir du fin mois de décembre 2018, donc décembre 2018. Depuis en fait un peu plus de 6-7 mois maintenant, on commence à perdre de la volatilité, vraiment être à plat, mais c'est pas fini. Pour ma part, on doit vraiment encore consolider, à plat, et puis après rebondir. Donc ici, on va montrer tout le décompte. Également, il y a des figures qui, vous allez voir ici, indiquent une réelle baisse, une réelle finalement intensité de baisse, malheureusement, juste parce qu'elles se font. Alors je vais vous montrer bien entendu. On commence par la première grande figure, une A, B, C. Rien de complexe, entre guillemets. Je retire vite fait de nouveau les dessins, on est là-dedans. Donc quelque chose vraiment plat. Et vous voyez que l'aplatissement ici, pour moi, doit continuer. Donc ici, on part dans une racine. On va chercher en bleu un bas de A, je sais que c'est très peu visible, je vais essayer d'agrandir un peu mieux. Un bas de A avec à l'intérieur de cette A une flat en continu, je vais vous montrer ça après. Et enfin une B qui va chercher une C qui bien entendu est sous-divisée en 5 décomptes. Et je vais vous montrer également comment je le développe. C'est-à-dire qu'ici le plus important, premièrement c'est de descendre. D'accord, la première vague de baisse, j'essaie d'agrandir ça correctement ici, de bien rendre les choses visibles. Notre première vague de baisse, elle commence en racine en 0. Et elle continue à descendre en bleu vers le A. D'accord, pour ma part on descend en 1, en 2, en 3, en 4, puis en 5. La 4, regardez bien, ne dépasse pas le sommet de 1, donc ce n'est pas, attention, il faut faire attention à ça, ce n'est pas une leading diagonale, d'accord? Parce que dans une leading diagonale, encore une fois, il faut préciser, on ne retrouve pas, par exemple, ici des flats. Une flat ici qui est indiquée en A, en B, en C, d'accord? Les temps qu'ont mis chaque vague pour se développer sont également corrects, c'est-à-dire qu'on a une courte 1, en tout cas en l'occurrence ici, on a une 3 qui est moyenne, c'est-à-dire un peu plus longue que la 1, mais surtout plus courte que la 5. Donc ici, la 5 est plus longue que la 3. Donc ici, les intensités sont bonnes, etc. Tout se passe bien pour la première vague. A, fait, rien de complexe, vraiment rien du tout de complexe. N'empêche, maintenant là on commence enfin à parler de quelque chose qui est moins connu du grand public, on va dire ça comme ça. On rentre dans, regardez bien, une flat en continu. Alors la flat en continu, je vais la mettre en épais, comme ça on la voit tout de même ici. Elle est en quelle couleur? C'est un espèce de brun, j'espère que c'est assez visible. Je vais peut-être le mettre en blanc, comme ça on le voit mieux. Ouais, voilà, je crois que c'est assez visible et du coup celle-ci je vais la mettre en retrait, comme ça elle nous dérange moins. D'accord, donc ici on monte en A, on descend en B. Et puis on va chercher la C. Alors je vais vite montrer quand même cette affaire-ci dans les règles d'Elliott, bien entendu. Flat continue ici, d'accord? Donc flat continue, en plus de ça je l'ai précisé ici, ce type de vague se produit lors de très forts mouvements haussiers ou baissiers. Quand vous voyez cette flat continue, clairement on peut dire que la tendance soit elle est très fortement marquée haussière ou au contraire très fortement marquée baissière. Dans notre cas on est dans une, comme vous voyez ici dans une configuration baissière, donc c'est une tendance fortement indiquée à la baisse. D'accord? Donc ici clairement, voilà, ce qu'on fait, c'est carrément, excusez-moi, un petit chat dans la gorge. Ce qui est indiqué, c'est qu'on va dépasser les 131% de Fibonacci. Donc on va regarder ici, même je sais de tête, on va chercher précisément les 161,8% de Fibonacci. On va regarder ça ensemble. Donc je place encore une fois la racine, je vais maintenant au sommet de ma A. Ah, excusez-moi, mauvais. D'abord, fait le retracement. Après, je vais vous montrer pour ça. Excusez-moi, ça arrive de temps en temps. Donc, je vais donc ici au sommet de ma A et je vais au bas ici à ma racine. On va chercher ici très précisément. Vous voyez la ligne bleue qui se voit pas très bien d'ailleurs parce qu'elle est enfoncée. Je devrais la mettre en une autre couleur. Je vais vite regarder ça avec vous. Excusez-moi, mais comme ça, les 161,8 ils sont là. Je vais pas en mettre en bleu là. Je vais mettre en bleu clair ici. Comme ça, on le voit mieux. D'accord? Donc, en fait, grossièrement, les 161,8% de Fibonacci, boum, on les touche rebond. D'accord? Donc, c'est assez propre comme objectif de B pour une continue, bien entendu, et par après on va chercher ce sommet là qui indique le sommet d'une grande B, etc. en bleu, d'accord? Donc ici on va chercher une C, d'accord? La C en blanche, je vais la décaler comme ça, elle est visible, la C en blanche ici, d'accord? Pour ce faire, encore une fois, on prend comme d'hab, et bien tout simplement notre petit Fibo d'extension. Vous allez voir qu'ici également très propre, on va chercher les 61,8% de Fibonacci. J'essaie d'être assez propre, comme ça les Fibo ils tombent bien. Alors ici comme suit, d'accord, voilà, j'essaie d'être plus précis, voilà, parfait. Et donc maintenant on va bel et bien chercher, avec ce sommet de C-ci, eh bien les 61,8% de Fibonacci qui sont ici. Vous voyez la ligne turquoise, boum, on va les chercher et puis après on réagit à nouveau à la baisse. Pour moi une flat continue ici très propre, techniquement, donc rien à dire. La seule chose qu'il y a à dire là-dessus, c'est que du coup, quand en tout cas ce genre de flat s'introduit dans un plan de trading, ça indique réellement une continuité de baisse vraiment marquée, ou au cas contraire, si c'était dans un scénario haussier, une continuité de hausse très marquée. Donc en fait, finalement, je commence mon nouveau décompte, enfin pas mon nouveau, mais ma fin de B ici, d'accord? Vous voyez
A, B presque à l'horizontale, d'accord, à cause de la continue, d'accord, et par après, enfin, je commence ma B vers ma C, une B vers une C, encore et toujours dans le cas d'une zigzag, d'accord, toujours, de toute façon, dans tous les cas, B vers C, c'est 5 sous-vagues. 5 sous-vagues, soit impulsives, soit ending. Ici, encore une fois, comme d'habitude, dans cette configuration-ci, j'indique des endings diagonales. Je ne vais pas mettre des impulsives. Sinon, vous le savez très bien, impulsive, en tout cas, à force de m'écouter, vous devez le savoir. Le 0 sur ce graphique-ci se situe là, donc je vais mettre ici une horizontale. Le 0 se situe ici, d'accord? Donc ici, si j'arrive bien à le marquer, plus ou moins là, d'accord? La ligne rouge qui est indiquée, je vais mettre le petit cadenas comme ça, elle ne bouge plus. Voilà, donc grossièrement, le 0, c'est ça, d'accord? Si jamais je devais indiquer des impulsifs classiques, eh ben en fait c'est bête, mais on irait voir en dessous du 0 et on irait voir vraiment la mort de l'actif. C'est pour ça que la seule condition qu'on peut trouver maintenant, c'est plus du tout des impulsifs classiques maintenant. Si vous mettez des impulsifs classiques, c'est que vous voulez voir la mort finalement de l'actif. Et c'est pas du tout ce qu'il faut envisager, d'accord? En tout cas à mon sens. À mon sens, je donne une chance à l'actif et dans ce cas, je suis obligé d'introduire une ending diagonale. Ending diagonale, c'est-à-dire que déjà les écrasements vont être moins forts. D'accord, comme suit, hein, comme d'habitude, une ending, quoi, rien de complexe. Et donc, c'est-à-dire que notre sommet de 4 va écraser le sommet de 1. Vous voyez ici, dans les impulsifs classiques, ça n'existe pas. D'accord, un impulsif classique, la 4 ne peut pas passer au-dessus de la 1. Si ça le fait, c'est que c'est une ending. D'accord, donc ici, clairement, on va aller dans des écrasements plus faibles avec des 4 qui dépassent le sommet de 1. Donc ici, ending diagonale. D'accord, donc ici, clairement, il faut comprendre que chaque sous-division également de ceci va n'être fait et va être fait que et uniquement en zigzag. Donc j'ai déjà indiqué la première zigzag, d'accord, donc c'est-à-dire que par rapport au décompte, vous avez compris, je ne suis qu'au début du développement d'aplatissement. Encore une fois, le temps, je préfère préciser, je ne sais pas le travailler. Donc ici, ça fait un peu peur. Vous voyez par exemple 2022 et plus. Malheureusement, là maintenant, il faut pas faire attention au temps. Dire que je ne peux pas le travailler. C'est-à-dire que peut-être que la 3 sera beaucoup plus courte comme ceci, d'accord. La 4 comme ceci et la 5 comme ceci. D'accord, comme ça fait un peu moins peur. Et comme ça, vous voyez 2021, vous commencez pas à paniquer. Encore une fois, la date, il ne faut pas regarder. Hein, la date, c'est impossible à travailler. La seule chose qui a moyen et possibilité de travailler ensemble, c'est le décompte. Donc là maintenant, je ne fais que compter. Donc j'attends une 1, j'attends une 2. Une 3, une 4, une 5, d'accord? Donc, dans tous ces décomptes-là, il faut comprendre que chaque fois, que des zigzags. Donc, je vais essayer de le symboliser à chaque fois, que des zigzags. Donc, je vais voir que des A, B, C qui montent. A, B, C. Oh là, ici, clairement, c'est un peu en grand, un peu trop grand. Je vais mettre comme ceci, A, B, C. D'accord? Je vais également par après une A, B, C, mais pas autre chose. Je ne vais pas avoir, par exemple, une W, X, Y, une A, B, C, D, E ou autre chose comme ça, d'accord? Ou une flat ou quoi que ce soit. Il ne faut pas inventer les choses. La règle, c'est des zigzags et donc on ne trouve uniquement que des zigzags. Donc là, actuellement, il faut comprendre une chose, c'est que on est parti pour baisser et continuer à baisser. Également, la seule manière de pouvoir travailler les objectifs de 1, 2, 3, 4 et 5, dans ce cas, si plus précis d'une ending diagonale, ce n'est plus de prendre les fibos et de travailler les grandes vagues en blanche. Non. Pour ce faire, il faudra travailler les sous-vagues, d'accord? Seulement les sous-vagues. C'est-à-dire que là maintenant, pour travailler cette une, si en blanche, si on a bien fini notre rebond de A vers B et qu'on va chercher notre bas de C, je peux travailler ce bas de 1. Mais autrement, pas possible, d'accord? Autrement, c'est pas possible. Donc, c'est-à-dire que la 2, malheureusement, je ne sais pas travailler, où est-ce qu'elle va, etc. La 3 non plus. Donc, finalement, le plus pertinent à mon sens pour quelqu'un qui veut investir, entre guillemets, ça sera de compter finalement les vagues, les gros rebonds, entre guillemets, les gros rebonds, les prendre comme des 2, les gros retracements avec des plus bas, les prendre comme une 3, le dernier gros rebond comme une 4 et voir la dernière baisse également pour la 5. D'accord? Donc vraiment, c'est ça qu'il faudra essayer de faire. Et également, de toute façon, si vous êtes un peu plus connaisseur et que vous savez un peu, on va dire, zoomer dans le trading, hein, on va être plus précis, eh bien on pourrait essayer également de décompter la A, la B et la C dans chaque sous-vague. N'empêche ici maintenant, au moment où je vous parle, pour ma part, alors, est-ce que c'est terminé? Je ne sais pas, parce que clairement, en fait, premièrement, je ne peux pas savoir, hein, d'accord, je ne suis pas quelqu'un qui lit l'avenir, mais la B ici, je l'attends, clairement. Pour le moment, je la valide ici, d'accord, ce plus haut aussi, d'accord, parce que quand je mets le RSI, on fait des plus hauts, comme vous voyez, 1, 2, bon, on fait un plus haut, donc ici, pour moi, même si sur le cours, c'est plus bas, étant donné qu'on pète avec le RSI plus haut, pour moi, clairement, il faut comprendre que c'est une B qui n'est pas encore finie, et qui est potentiellement finie là, mais qui doit encore se développer, d'accord, donc ici, clairement, là, je compte ma A, ma B et j'attends une C. Donc si maintenant c'est ça bel et bien le plus haut de cette B là et que la B ne va pas les retracer un peu plus haut, dans ce cas là, eh bien je prends mon fibo d'extension, je vais un peu dézoomer, je vais remettre l'élément, comme ça je pose ça bien, je vais au bas de ma A, moi je vais, pour vous le dire, en profondeur de figure, d'accord, ici, et par après, bien chercher mes objectifs de C. Le premier objectif de la C, ce sont les 61,8, qui sont là, 161,8, on part là-dessus, hein. Après on a les 100, mais les 100 sont déjà tellement profonds, est-ce que réellement on va connaître un crash directement? Potentiellement que oui. Mais n'empêche, pour ma part, je préfère quand même partir sur quelque chose de plus soft, voire premièrement essayer tous les niveaux de résistance petit à petit, ou plutôt, pardon, de support petit à petit avant de s'écraser de dingue.
Donc ici, bas de 1, spéculé à l'heure à laquelle je vous parle, aux alentours des 0,75 centimes de l'art. Par après, rebond pour 2. Comme dit, je ne peux pas le travailler. Ce qu'il faudra travailler par après, finalement, c'est la A, la B et la C qui vont s'indiquer. Donc ça va faire ci, A, B, et puis après, une fois qu'on aura notre A, notre B, et on pourra spéculer une C et du coup un sommet de 2. D'accord? Mais tant qu'on n'a pas ça, on ne peut pas le faire. La chose également à comprendre, c'est que du coup, comme je viens de spéculer ici une à 0,75 $, eh bien, c'est-à-dire que la 3, par après, ne pourra pas être plus haut. D'accord? Sinon, de toute façon, ça n'existe pas. Les 3 sont obligés de retracer un peu plus bas. Donc, elle va aller chercher plus bas que 0,75 spéculé. 4 également. 5, ça peut exister en tronqué, mais la plupart du temps, on va également chercher plus bas. Donc, on va également légèrement enfoncer la 3. Là, ce qu'on peut faire actuellement, c'est d'essayer de voir, du coup, à côté, par rapport à l'historique, parce qu'on a assez d'historique sur ce cours-ci, pour voir, finalement, où sont les zones de support. C'est-à-dire qu'ici, je vais zoomer. Je vais faire exprès de mettre maintenant des zones de support et je vais changer la couleur mais en bleu comme ça que c'est très visible. Première zone de support, finalement c'est le bas de cette bougie ici, d'accord. On a une autre zone de support qui se situe là. Et ici clairement avec le dernier plus haut et également donc résistance et support, ça c'est assez propre. Et pour terminer, on a une autre ici. Et alors on a l'extrême fin qui est ici, le plus bas connu, qui se retrouve là. Mais là c'est vraiment très très bas. Après, est-ce qu'on ira si bas? À voir encore une fois, d'accord. Donc là on a grossièrement, graphiquement, 1, 2, 3, 4 niveaux de support en bleu. Donc premier niveau de support ici tout à fait pertinent pour ce sommet de 1, d'accord, qui se situe plus précisément par rapport à la bougie au 0,77 $. Après, une fois qu'on aura transpercé pour ce bas de 3, tout à fait envisageable de voir un bas de 3 qui irait chercher ici les 0,48, rebond de 4 encore une fois. D'accord, peu importe, on ne sait pas où, plus haut, plus bas, on ne sait pas du tout, aucune idée. Vraiment, comme dit, il faudra voir les sous-divisions. Et puis après, soit la 5 nous fera, comme dit ici, potentiellement un double bottom avec la 3 et rebondit, il n'ira pas sous les 0,48. Ou alors au contraire, il s'amusera à tout finalement enfoncer à la baisse et revoir vraiment des plus bas. Alors maintenant, bien entendu, le niveau que je vous montre ici est un 0,24. Est-ce qu'on ira aussi bas? Là maintenant, trop tôt pour le dire, vous savez, je ne lis pas dans l'avenir, je n'ai pas de boule de cristal, mais c'est un niveau qui est tout à fait potentiellement atteignable. D'accord? Donc ici, à vous de voir si vous passez à l'achat maintenant, oui ou non. Encore une fois, c'est votre profil de voir. Est-ce que vous êtes un investisseur qui prenait quelques petits risques et du coup, vous avez un léger profil de trader? C'est-à-dire que si jamais ça devait pumper maintenant, parce que sait-on jamais, je me suis trompé dans mon analyse, et qu'on ne va pas chercher si bas, eh bien, vous n'allez pas, en tout cas, vous n'allez pas dramatiser, pleurer sur vous-même, vous morfondre sur vous-même en vous disant, ça y est, ça monte, ça ne fait que monter et j'ai pas eu l'occasion d'acheter plus bas. Si vous n'avez pas acheté, par exemple, au prix qui vous plaît, imaginons que le prix de 1,23 $ vous plaît, eh bien, si vous êtes investisseur, c'est bête, mais vous devriez acheter parce que vous n'allez plus alors à ce moment-là regarder le graphique, vous allez juste l'oublier, regardez ce graphique juste de temps en temps, une fois tous les 6 mois, une fois tous les 3 mois, que sais-je, mais vraiment pas tous les jours ou tous les 2 jours, vraiment c'est de l'investissement long terme et à un moment, d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, vous allez repasser vendeur. C'est-à-dire que grossièrement, les fluctuations qu'on va connaître maintenant dans les plus bas ne vous intéressent pas. Encore une fois également, selon votre profil d'investisseur, est-ce que vous voulez investir au début d'un crash ou plutôt vers la fin d'un crash? Ça également, c'est à vous de voir. Donc clairement, il faut attendre pour un investisseur qui veut plutôt investir à la fin du crash et se dire, moi je ne veux pas rester avec un capital bloqué dans les tréfonds, on va dire, d'un investissement, dans n'importe quel actif. Ici, en l'occurrence, le LISC pour donner un exemple. Dans ce cas-là, je vais attendre quoi? L'écrasement de ce cours-là et une réelle espèce de hausse qui va casser les niveaux de résistance horizontale et qui vont bien entendu me spécifier et vont bien entendu appuyer une prochaine hausse. Et là, je vais mettre mes capitaux. Encore une fois, à vous de voir quel genre de trader vous êtes, quel genre surtout d'investisseur également vous êtes. D'accord? Donc ici, si vous avez en tout cas cette notion du risque et que vous voulez prendre un peu de risque, vous pouvez attendre bien entendu pour acheter plus bas. Si vous n'avez pas cette notion de risque, vous ne voulez pas l'accepter dans votre investissement, vous passez à l'achat par exemple maintenant. Et si au contraire, vous voulez absolument pas de risque, vous attendez en tout cas un signal d'achat, c'est-à-dire un signal de retournement de notre tendance, une reprise haussière de la tendance pour monter avec le cours. Tout dépend encore une fois de quel investisseur vous êtes, quel profil vous avez. C'est très important de se connaître. Donc ici clairement, ce que j'annonce, c'est quoi? Un aplatissement du cours et un cours qui peut descendre sans le moindre souci aux alentours des 0,24. Encore une fois, comme dit, double bottom potentiel également. C'est-à-dire qu'on pourra rechercher un 0,47. Mais vraiment, encore une fois, vous devez vous connaître. Pour ma part, le signal haussier, je ne l'ai du coup pas du tout. Pour ma part, du coup, je m'attends à quoi? Un aplatissement comme dit du cours et donc pas
pas de signal haussier, pas de signal d'achat grossièrement, d'accord? Maintenant, encore une fois, c'est pas, voilà, pas de signal de retournement, en tout cas de tendance pour monter. Au contraire, aplatissement et en tout cas tendance baissière indiquée encore et toujours. Maintenant qu'on a vu ça, que j'ai mis pas mal de lignes que je vais retirer parce qu'elles gênent, bien entendu, maintenant pour la suite, on va enfin regarder du coup le retour sur investissement potentiel, d'accord? Le retour sur investissement qui est possible avec cet actif-ci, en restant, je précise, même si les chiffres vont être très flatteurs. Premièrement, l'actif, il peut mourir. Je ne dis pas qu'il va mourir, mais il peut mourir. Ça, il faut le savoir. Donc, peu d'argent à investir dessus. D'accord? Deuxièmement, les chiffres que je vais donner, même s'ils vont être très flatteurs, sont, il faut le savoir, les chiffres potentiels d'une hausse la plus faible possible. Alors oui, ça va être très flatteur, mais je vais faire exprès de montrer les hausses les plus faibles pour pas faire un to the moon, etc. Même si c'est vrai, ça va faire un peu rêver les gens. Mais ayez encore conscience que c'est un investissement à risque et que ce que je montre, c'est les chiffres théoriques à retrouver, mais qui ne sont pas d'office non plus. Enfin voilà, il faut comprendre, il faut toujours avoir, comment dire, une certaine nuance de l'approche de l'analyse et pas se dire, ah, du coup, parce qu'il a dit que ça pourrait aller, je vais donner un chiffre maintenant au hasard à 48$, ça va d'office à 48. Non, pas du tout, d'accord? C'est un chiffre théorique si jamais le fondamental est bon, si jamais il y a vraiment une reprise d'intérêt du public pour cet actif-ci, etc., etc. S'il n'y a pas ça, le chiffre ne va pas monter, d'accord? S'il n'y a personne qui met de l'argent dessus et qu'il n'y a pas d'intérêt pour cet actif-ci, ici plutôt la crypto-monnaie, il ne va pas monter, d'accord? C'est ça qu'il faut comprendre. Donc ici, clairement, je vais monter comme d'habitude en 1, 2, 3, 4, 5. Hein. On commence encore une fois, je vais retirer l'élément qui gêne. On commence encore une fois à la racine, donc presque le 0. Voilà, on va au sommet de la 1 que j'indique ici, on va au bas de 2, ici, d'accord? On va au sommet de 3, 4 et puis 5, d'accord? On va calculer ça ensemble. Je change la time frame, je sais, il va y avoir pas mal de vagues qui vont normalement disparaître, tout simplement à cause du fait que cette plateforme-ci bug pas mal. Donc voilà, hop, j'ai changé de time frame, vous voyez, il y a plein de lignes qui ont disparu. Tant pis, comme ça, au moins je l'ai fait avant et il est nettoyé. Premièrement, je recommence mon travail, il fallait que je change de time frame pour être plus propre. 1, 2, 3, 4 et puis 5. D'accord? Comme ça, on calcule ça ensemble. Premièrement, retracement de 2 extrêmement fort. C'est-à-dire que la projection de 3 classique, on va partir sur un 161,8% de Fibonacci. Donc, je le mets à 0 ici. D'accord? Je vais au sommet de 1. Mais maintenant, voilà, je place mon sommet de 361 qui se situe là. D'accord? Donc ici, c'est un prix tout à fait pertinent et potentiel à 64$. Donc oui, c'est beaucoup. Hein. Donc même si vous achetez maintenant, que vous ne touchez plus à rien, que vous croyez en cet actif-ci, et qu'à l'avenir, il devait monter, eh bien, vous ferez un x64. Plus ou moins, x60 et quelques, un peu moins de 64, mais bon, vous avez compris, un peu 55-60, grossièrement un beau multiplicateur seulement pour la hausse minimale, d'accord? C'est pour ça, est-ce qu'il est intéressant d'office mettre des chiffres énormes? Non, d'accord? Déjà, avec un petit investissement, c'est déjà pas mal, d'accord? Donc après, il faut également comprendre que l'investissement, c'est pas d'office pour devenir riche. Beaucoup de personnes pensent que l'investissement et le trading, c'est pour devenir forcément riche. Non, il ne faut pas non plus aborder ça comme ça. On ne devient pas riche du jour au lendemain et devenir riche, à contrario, ça vient avec le temps et c'est assez lent. Donc non, vous ne serez pas riche en 2 ans. Vous serez riche peut-être en 40 ans de construction. Maintenant, si vous avez de la chance dans votre développement personnel, etc., dans vos business, etc., vous pouvez devenir riche en 4 ans, mais ce sont plus rares, ce sont des occasions qui sont plus rares que des personnes qui deviennent riches en 40 ans. D'accord? Normalement, une richesse se construit sur le temps, sur l'expérience et sur vraiment pas du tout en un court terme. Donc vraiment, voilà, il faut le comprendre, mettez peu, c'est bête, mais mettez peu par rapport à vos capacités, parce que sinon vous allez peut-être pleurer, parce que peut-être que vous allez perdre votre argent, etc. etc. Mais j'ai déjà mis assez, en tout cas, je trouve, l'accent là-dessus. On va chercher une correction de 4 à 23,6, faible étant donné que la 2 était extrêmement puissante dans sa correction. Et maintenant, enfin, la spéculation haussière de cette affaire-ci à la hausse, donc repart bel et bien à la racine. Au sommet de ma 1, je revérifie que j'ai bien posé ma 3, je vais au bas de ma 4 comme suit. Et maintenant les objectifs d'une 5 dans ce cas de figure-ci sont les 100. Donc oui, ça va être très flatteur comme prix, je vous l'avais dit, d'accord, mais encore une fois, faites attention à vous, c'est très important, faites attention à vous. Par après, on a les 161,8% de Fibonacci qui sont là en haut. Et pour terminer, nous avons les 261,8% de Fibonacci. C'est-à-dire 3 targets de revente, c'est-à-dire que là, il faut bien le comprendre, c'est un scénario faible en plus de ça. Donc finalement la target est minimale si on devait retrouver vraiment une intensité de prix haussière avec un intérêt etc. du public pour cet actif qui est le LISC, on devrait retrouver au grand minimum les 87$. Si jamais il y a un intérêt plus élevé pour les cryptos de manière générale et pour le LISC en l'occurrence, eh bien dans ce cas-là on pourrait retrouver également du coup les 111$. Et pour terminer, imaginons un intérêt encore plus élevé, eh bien on pourrait retrouver carrément les 150$. Prix
théorique faible, parce que vous le savez, la 3 peut être plus puissante. D'accord, une 4 également, et pas du coup finalement la 5 se retrouverait projetée, d'accord. Encore une fois, c'est pas ce que je fais comme travail maintenant, parce que sinon, comme dit, ça va faire rêver tout le monde, et tout le monde va croire que du coup ça va d'office, je sais pas, je vais donner un chiffre au hasard, mais à 250, et non, d'accord, je préfère pas, donc c'est-à-dire que je vous donne déjà maintenant un prix minimal classique théorique à 87, encore une fois, premièrement, on n'est pas obligé de l'atteindre, parce que si l'actif il meurt et c'est fini, et en plus de ça, c'est un prix minimal théorique, donc c'est-à-dire qu'on pourrait être plus faible et plus fort, mais maintenant c'est une indication d'un prix théorique qu'on devrait quand même retrouver s'il y a un intérêt pour cet actif-ci. Maintenant, je pense que j'ai du coup tout donné. Il faut comprendre que du coup, ça veut dire quoi? Une fois qu'on retrouve là-dedans et qu'on est à la fin de ce cycle-là, second crash, c'est cyclique, c'est-à-dire qu'on monte un moment, mais à un moment on rebaisse, d'accord? Puis qu'on va remonter, puis qu'on va rebaisser, etc., etc. Boule, crash, boule, crash, boule, crash. On monte, on descend, on monte, on descend, on monte, on descend. D'accord? Donc il faut comprendre, c'est ça que je vous indique ici, c'est que du coup, il y a un moment, il faudra reprendre son investissement. Si c'est un investissement entre guillemets à court moyen terme, c'est-à-dire à 3, 4, 5 ans, il faudra un moment revendre. Par contre, si vous faites de l'investissement à plus long terme, sur 10, 20 ans, là au contraire, il ne faudra pas vendre là. Il faudra se dire, je ne regarde pas, je garde 10 ans, 20 ans et je laisse faire les cycles d'après. C'est-à-dire que les cycles d'après, si l'actif devait vraiment survivre dans le temps, on peut dessiner des cycles qui font ceci, d'accord? Par exemple, d'accord? Et du coup, 10, 20 ans, 30 ans, vous gardez votre actif et vous le laissez monter, d'accord? Donc c'est un peu comme la bourse traditionnelle. Regardez le S&P 500, mettez-le sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, et regardez l'évolution de la chose. Vous verrez que grossièrement, ça ne fait que grossièrement monter, d'accord? Donc ici, c'est un peu comme l'or également. Regardez le cours de l'or depuis 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, vous allez voir qu'également, ça ne fait que grossièrement que monter. Maintenant, je ne dis pas que d'office, le LISC qui va faire ça. Je donne juste un exemple de cours qui, donc, normalement, est en bonne santé, entre guillemets, et doit continuer à monter, donc évoluer, ne pas perdre de sa valeur. Donc maintenant, on a tout vu pour le LISC, que j'ai également apporté comme d'habitude pour le genre d'actifs altcoins, cette espèce de, pédagogie par rapport au risque et finalement à votre profil d'investisseur. Très important de le comprendre, de savoir comment, en tout cas, vous allez investir par rapport à vous, d'accord, et pas par rapport à quelqu'un d'autre. Il faut bien entendu corréler avec vos émotions, avec votre personnalité, avec votre expérience, et non pas par rapport à quelqu'un qui est peut-être quelqu'un de plus calme, de peut-être plus réservé, ou au contraire quelqu'un de peut-être plus impulsif et de plus énervé, c'est-à-dire que prendra plus de risques dans son investissement par rapport à vous. Vraiment, à vous de voir dans quel contexte vous vous retrouvez, etc., etc. Sur ce, je pense avoir tout dit. Désolé, finalement, bonne ou mauvaise nouvelle, je ne sais pas. Tout dépend du scénario, ou plutôt de quand est-ce que vous avez passé acheteur là-dessus. Est-ce que vous êtes déjà passé acheteur et du coup, si ça doit baisser, c'est une mauvaise nouvelle. Est-ce que vous n'êtes pas encore passé acheteur et si ça baisse, du coup, c'est une bonne nouvelle parce que vous allez pouvoir acheter plus bas. Encore une fois, tout dépend du panier dans lequel vous vous retrouvez, dans quel finalement scénario vous êtes, et donc voilà, d'accord. Donc bonne ou mauvaise nouvelle, je ne sais pas. Pour ma part, je vois quoi? Un aplatissement, une zone finalement d'accumulation avant normalement de pouvoir reprendre une hausse. Sur ce, on a réellement tout vu. Encore une fois, un grand merci à la donation qui a permis de faire cette analyse. On se laisse, on se voit d'ici quelques heures normalement pour encore une fois d'autres analyses, normalement cette fois-ci le BTC, et sur ce réellement ciao.